Avant de commencer, la discrétion du spectateur est vivement recommandée. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Voici le procès fédéral de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Le jour 17, la salle d'audience retenait son souffle lorsque le juge appela le témoin suivant, un nom que personne n'aurait pu imaginer. Jack Nicholson. L'acteur légendaire, en retrait de la vie publique depuis des années, sorti de l'ombre. Non pas pour parler de cinéma ou de gloire, mais pour rompre un silence pesant qui le hantait depuis plus d'une décennie. Ce qu'il révéla bouleversa toute la salle. Il parla de bains de groupe intimes avec des célébrités de premier plan, et d'une nuit qui changea tout. Nicholson décrivit une descente troublante dans un monde dissimulé, fait de pouvoir, de plaisir et d'intimidation. Ce qui avait commencé comme une excentricité amusante entre élites hollywoodiennes s'était transformé, peu à peu, en peur, en secret et en menace. Une menace qui, selon lui, l'avait marqué à vie. Ceci est son témoignage. La tension était palpable lorsque Jack Nicholson, âgé désormais de 87 ans et rarement vu en public, fit son entrée. Il marchait lentement, légèrement voûté, se dirigeant vers la barre des témoins. Son visage, autrefois célèbre pour son sourire malicieux, portait désormais le poids des décennies, et bien plus encore. Douleur. Regret. Traumatisme. Le juge lui demanda de parler distinctement. Jack ajusta ses lunettes teintées, se racla la gorge et commença. « Je connaissais Sean Combs à l'époque où tout le monde l'appelait encore Puffy, dit-il. Avant toute cette histoire d'empire, quand les fêtes étaient bruyantes, déchaînées, mais amusantes. Il se remémora le début des années 2000. À cette époque, sa propre renommée s'était apaisée, mais celle de Diddy montait en flèche. Il avait un magnétisme irrésistible. Tout le monde voulait être dans son orbite. Les fêtes, selon Jacques, étaient légendaires. Des villas perchées sur les collines, des retraites en bord de mer, des nuits où l'on oubliait qui l'on était. Il laissa échapper un petit rire, avant de se raviser. Tout n'était pas mauvais au début. Des stars de renom passaient par là. Tom Hanks, Pacino, Clooney. C'était comme une fraternité dorée. Mais ensuite, il évoqua ce qu'il appelait les bains de confiance. Jacques affirma que Diddy organisait des événements nocturnes ultra privés dans un immense bain en marbre de sa demeure à Beverly Hills. Au départ, c'était étrange, mais plutôt cocasse. 20 hommes assis dans l'eau brûlante, un cigare à la main, bavardant de tout et de rien. Cela se voulait un exercice de vulnérabilité, un brisement des égos. C'est ce que Diddy prétendait, en tout cas. La galerie était silencieuse. On était tous nus. Pas de caméra, pas de téléphone, juste de la vapeur, des rires et ce sentiment étrange d'être mis à l'épreuve. Il regarda le jury droit dans les yeux. On n'avait pas le droit de dire non. Pas sans conséquence. Puis il se pencha un peu plus. Et je ne savais pas encore ce que ces conséquences étaient, jusqu'à plus tard. Sa voix se brisa légèrement. Je croyais avoir le contrôle, mais je ne l'avais pas. Aucun de nous ne l'avait. Jacques fixa un point invisible au loin. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, c'était la nuit où Tom Hanks est parti plus tôt que d'habitude. Tom n'est pas du genre à quitter une fête comme ça. Il s'est levé, une serviette sur les épaules, et il est sorti. Pas de au revoir. Juste disparu. Il marqua une pause. Plus tard, j'ai appris que Diddy lui avait murmuré quelque chose. Je n'ai jamais demandé quoi. Il décrivit comment l'atmosphère de ces bains de confiance avait lentement changé. Ce qui avait débuté comme une bizarrerie entre puissants se transforma en un rituel. Ce n'était jamais à propos du bain, dit-il. C'était à propos de qui restait, qui obéissait. Jacques cita des noms. De grands noms. Hanks, Pacino, parfois Jamie Foxx. Un jour, Fell entra, et ressortit aussitôt. Diddy n'a pas aimé ça. Il disait que Fell manquait de curiosité spirituelle. Mais ce n'était pas seulement une question de présence. C'étaient les règles. Pas un mot une fois à l'intérieur. Pas de critique sur la musique, un mélange de jazz lent et de bruit ambiant diffusé par des haut-parleurs invisibles. Aucun geste brusque. Il fallait juste rester là, laisser la chaleur vous ronger la peau pendant que Diddy vous observait. Parfois, il entrait le dernier. Parfois, il était déjà là, les yeux fermés comme un moine. Et puis il y avait cet encens. Une odeur de cèdre et autre chose. Quelque chose de chimique.
Les gens devenaient somnolents. Moi aussi, dit Jacques. Il raconta qu'un soir, après un bain, il se réveilla seul dans un autre salon. Seul, avec un exemplaire de l'art de la guerre posé sur ses genoux. Puis Didi commença à tester les limites. Un soir, il ordonna au groupe de changer de place à chaque reprise du morceau de jazz, sans un mot. S'asseoir plus près. Se frôler. Un jeu, soi-disant. Mais ce n'en était pas un. Jacques baissa les yeux, la voix plus sourde. Nous n'étions plus des invités. Nous faisions partie d'un mécanisme que nous ne comprenions pas. Et lui, il était le chef d'orchestre. Son ton devint presque inaudible. Il y a une nuit, qui me donne encore la chair de poule. Ses doigts s'agrippèrent à la barre. Ça a commencé comme toutes les autres. Le bain, le jazz, l'encens. Mais cette fois, Didi était déjà dans l'eau. Il souriait trop. Un sourire qui en disait long. Il fit un geste. Tout le monde entra dans le bain. D'habitude, c'était optionnel. Ou du moins, on faisait semblant. Ce soir-là, il n'y avait plus d'illusion. Plusieurs hommes entrèrent. Certains connus, d'autres non. Ils s'assirent, épaule contre épaule, la vapeur si épaisse qu'on ne voyait presque rien. Mais on entendait. On ressentait. Puis quelque chose a changé. J'ai entendu un murmure. Ce n'était pas la musique. C'était un grondement, comme un chant guttural. Et j'ai vu Didi. Il ne regardait pas le groupe. Il me regardait, moi. Les yeux grands ouverts. Fixe. Sans cligner. Jacques inspira difficilement. Ensuite, les choses ont dégénéré. Certains hommes commencèrent à s'engager dans des actes sexuels. Pas dans la passion, ni dans l'intimité. Comme s'ils suivaient un script. Comme s'ils étaient des marionnettes dans une pièce à laquelle personne n'avait consenti. Jacques se tortilla, mal à l'aise. C'est là que le jeu s'est arrêté. Que j'ai compris que je ne pourrais pas en rire. Il regarda le juge, puis le jury. J'ai voulu partir. Je me suis levé, j'ai dit un truc du genre « c'est pas pour moi ». Mais avant que je ne sorte, Didi s'est levé lui aussi. L'eau ruisselait sur son torse. Il s'est approché. Tout près. À quelques centimètres. Jacques marqua une pause. Sa voix tremblait. Il m'a dit, si jamais tu parles de ça, vieux, tu le regretteras. Comme ça. Calme. Glacial. Pas comme une menace. Comme une vérité. Des murmures choqués traversèrent la salle d'audience. J'ai vu les ténèbres, dit Jacques. J'ai tourné des films sur des monstres, mais aucun rôle n'égale ce que j'ai vu dans ses yeux ce soir-là. Il s'est lentement adossé, vidé de toute énergie. Cette nuit-là, dit-il, j'ai cessé d'être Jack Nicholson, l'acteur, pour devenir Jack Nicholson, l'homme qui essaie d'oublier. Le silence avala la salle d'audience. Jack Nicholson s'avança, les mains légèrement tremblantes sur le bord en bois de la barre des témoins. Après cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en moi. Il ne retourna pas au rassemblement suivant. Il ne répondit plus à ses appels. Mais le problème, c'est que Didi n'aime pas le silence. Il le prend comme une offense personnelle. Jacques décrivit comment, dans les semaines suivant l'incident du bain, la pression avait commencé. Subtilement d'abord. Un ancien assistant, qu'il n'avait pas entendu depuis des années, réapparut soudainement, posant des questions sous prétexte de vouloir prendre des nouvelles. Puis vinrent les cadeaux. Une Rolex. Des bouteilles de scotch, encore scellées, livrées à son portail. Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Mais le silence n'a pas duré. Jacques raconta un moment troublant, un homme qu'il ne connaissait pas était apparu devant sa maison sur Mulholland Drive, en pleine nuit, à 3 heures du matin. Il se tenait là, immobile, juste devant la grille, levant les yeux. Il ne disait rien. Quand Jacques cria, l'homme tourna les talons et disparut dans l'obscurité. Nicholson admit que sa paranoïa avait grandi. J'ai commencé à annuler mes apparitions. J'ai décliné des interviews, évité les tapis rouges. Les gens pensaient que je vieillissais, que je devenais reclus. Mais en réalité, je me cachais. Sa voix se brisa. Parce que je savais ce que j'avais vu. Et je savais que cet homme pouvait atteindre n'importe qui, n'importe où. Puis vinrent les attouchements. La main de Jacques se serra en un point. C'était en 2010,
lors d'un événement au château Marmont. Je n'avais pas vu Didi depuis des années. Je croyais être en sécurité. Mais alors que je quittais les toilettes, il était là, près de la sortie, comme s'il m'attendait. Jacques raconta que Didi s'était approché et avait passé un bras autour de ses épaules. Il avait murmuré. « Jacques, tu t'en souviens encore, hein ?» Puis il avait serré son cou. Pas fort. Juste assez pour faire passer le message, je pourrais. Il parla d'un deuxième face-à-face, cette fois lors d'une after-party privée des Oscars en 2013. Didi l'avait entraîné dans une pièce à part. Jacques avait essayé de passer, mais il l'avait agrippé par la veste, avait approché son visage et dit « Tout va bien entre nous, hein? Tu n'essaies pas de te faire un nom sur mon dos, n'est-ce pas ?» La voix de Jacques baissa d'un ton. Ses yeux vacillèrent, porteurs d'une peur à peine contenue. J'ai ri. C'est toujours ce que je faisais. Mais à l'intérieur, je tremblais. Je suis parti tôt de cette fête. Et je ne suis plus jamais retourné aux Oscars après ça. La salle d'audience était figée. Jack Nicholson, l'homme derrière les rôles les plus intrépides d'Hollywood, était devenu prisonnier de son silence. « Je n'ai pas peur facilement, dit-il. Mais lui, il m'a atteint. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu réellement peur. » Jacques inspira lentement, balayant du regard la boîte du jury avec un calme hanté. Être menacé, c'est une chose. Mais quand le monde entier aide la menace à se fondre dans le décor, l'applaudit, la récompense, c'est autre chose. Il marqua une pause, puis ajouta avec amertume. Hollywood adore oublier. Jacques expliqua qu'au fil des années, il avait vu Didi grimper toujours plus haut, alors que ses propres peurs l'enchaînaient au silence. Certaines nuits, je le voyais à la télévision, brandissant des Grammy Awards, parlant de pouvoir et d'héritage. Et moi, je ne pensais qu'à ce bain. À ce regard. À cet avertissement. Il avait tenté d'enfouir cela. J'ai essayé des thérapeutes. J'ai tenté l'isolement. J'ai même pris des champignons dans le désert avec des potes acteurs. Mais rien n'a fonctionné. Parce que quand tu as vu quelque chose d'aussi sombre, ça ne te lâche plus. Puis Jacques dit quelque chose qui fit se pencher toute la salle. J'ai tenu un dossier. Pas seulement des souvenirs. J'ai tout écrit. Il expliqua qu'après l'incident du château Marmont, il avait commencé à documenter chaque rencontre étrange, chaque visite inattendue, chaque moment où il s'était senti observé. J'ai appelé ça le dossier rouge. Je me suis dit que si jamais il m'arrivait quelque chose, je voulais que la vérité me survive. Il décrivit des entrées notant des visites surprises d'anciens contacts perdus depuis des décennies. Tous posaient des questions vagues sur sa relation avec Didi. Il parla d'invitations inattendues à des événements qui se révélaient être des pièges, remplis de visages familiers qui n'osaient pas lui demander pourquoi il semblait si mal à l'aise. Il savait, dit Jacques. Il préférait juste ne pas savoir. Le jury écouta tandis qu'il racontait comment son assistante personnelle avait un jour trouvé une note manuscrite glissée sous la grille de sa maison. Elle disait simplement « Tu parles, tu tombes ». La police avait conclu à une mauvaise blague. Mais moi, je savais, dit-il. Je savais que c'était réel. Il ouvrit alors une chemise cartonnée et la remit au greffier. À l'intérieur, des photocopies de pages de journal, manuscrites, datées et signées, retraçant des événements de 2005 à 2018. On n'oublie pas des moments comme ça, dit Jacques. Alors je les ai écrits. Chaque bain. Chaque mot. Chaque menace. Sa voix baissa. Parce que si je mourais sans dire ça, alors il aurait gagné. La salle d'audience resta suspendue à ses lèvres. Le témoignage de Jack Nicholson dérivait vers un territoire que personne n'attendait. L'après-coup émotionnel. Tu passes ta vie à jouer des durs à l'écran, à faire semblant que les balles ne te touchent pas, que la folie est sous ton contrôle. Mais ça m'a brisé. Il décrivit des réveils en sueur, les portes verrouillées 3 fois, les lumières allumées dans chaque pièce. Je ne pouvais plus dormir dans le silence. Chaque craquement sonnait comme lui. Chaque ombre me rappelait ce que j'avais vu, et ce qu'on m'avait ordonné d'oublier. Jacques admit que, longtemps, il avait douté de sa propre santé mentale. Je me suis dit que j'avais peut-être tout inventé. Convaincu que le bain n'était pas si étrange, que la menace n'était pas si réelle. Mais c'est comme ça qu'il gagne. Il te convainc que le silence, c'est la raison. Il révéla que la peur avait infiltré son travail.
J'ai refusé des rôles, des grands, pas parce que j'étais fatigué, mais parce que je ne voulais pas être vu. Être visible, c'était risqué. Être visible, c'était répondre. En 2014, il avait failli écrire ses mémoires. Mais il avait abandonné à la dernière minute, après un appel anonyme à 2h12 du matin. La voix à l'autre bout a juste dit « Fais attention, Jacques. » J'ai fracassé l'enregistreur que j'utilisais pour dicter les premiers chapitres, dit-il en souriant tristement. Et voilà. Mais le point de rupture, confia-t-il, ne vint pas d'une menace, mais d'un enfant. En 2016, lors d'un petit événement caritatif, un jeune acteur, à peine 20 ans, est venu me dire qu'il était honoré d'avoir été invité à l'une des fêtes privées de Didi. Il l'avait dit avec enthousiasme, avec fierté. Et Jacques était resté figé. Il baissa les yeux. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Ce soir-là, j'ai pleuré. Pas pour moi. Pour lui. C'est ce soir-là que Jacques décida de compiler le dossier rouge, non plus seulement pour lui-même, mais pour les autres. Parce que je savais qu'un jour, l'empire de cet homme allait se fissurer. Et quand ce jour viendrait, je voulais être prêt. Il tourna les yeux vers la table de la défense. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que tu as fait. Et aucune célébrité, aucune somme d'argent, aucune peur ne m'empêchera de le dire. Plus maintenant. Des murmures et des exclamations parcoururent la salle. Jacques se redressa, la mâchoire serrée, les yeux en feu. Il se pencha vers le micro, les deux mains agrippées. Ce n'est pas seulement à propos de moi, dit-il d'une voix ferme. Je ne suis pas le seul à avoir vu des choses. Je ne suis pas le seul à avoir été averti. Je suis juste celui qui est trop vieux pour se soucier de ce qui arrivera si je parle maintenant. Il se redressa dans son siège. Vous voulez savoir jusqu'où ça va? J'ai vu Tom Hanks quitter l'une de ses soirées pieds nus, sans manteau, marchant droit dans la rue. Il n'a pas prononcé un mot, il avançait comme si quelque chose en lui s'était éteint. La salle d'audience resta pétrifiée. Jacques n'ajouta rien de plus. Je ne dis pas ce qu'il a vécu. C'est à lui de le faire. Mais je reconnais ce regard, parce que je l'ai eu moi aussi. Nicholson décrivit un moment troublant lors du tournage d'un film à la fin des années 2000, quand un autre acteur, un homme plus jeune, était venu le voir, visiblement bouleversé. Il m'a dit que Didi l'avait invité à une retraite à Aspen. Mais ça ressemblait plus à une initiation qu'à des vacances. Il m'a dit qu'il y avait des caméras, des règles, et qu'il ne se sentait plus lui-même. Jacques lui avait conseillé de quitter Hollywood pour de bon. Il l'a fait. Vous ne connaissez pas son nom aujourd'hui, mais vous l'auriez peut-être connu s'il était resté. L'acteur avait expliqué que, pendant des années, il avait entendu des murmures sur un soi-disant cercle. Un groupe de célébrités, de producteurs, et de dirigeants tous sous l'influence de Didi, assistant au même rassemblement, gardant les mêmes secrets. Ils n'ont pas besoin de se voir souvent, dit Jacques. Juste assez pour se rappeler que le silence est leur monnaie d'échange. Il fit une pause avant de révéler ce qu'il appela le moment le plus glaçant, un message vocal. Il le reçut en 2020. J'étais déjà à la retraite. Je n'avais parlé à personne de l'industrie depuis plus d'1 an. Le message était court, une voix déformée. Ça disait, les bains n'ont jamais fermé. Jacques dit au tribunal qu'il avait interprété cela comme une menace, un rappel que l'emprise de Didi restait puissante. J'ai pensé à brûler le dossier rouge. Vraiment. J'ai pensé que me taire jusqu'à la tombe serait plus sûr. Mais ensuite, j'ai vu ce qui s'est passé cette année, les arrestations, les perquisitions, les autres témoignages, et j'ai su que le moment était venu. Il regarda la galerie, la voix tremblante. Si je mens, que la vérité me trouve. Mais si je ne mens pas, alors que ce procès soit la porte qui ne se refermera jamais. La salle d'audience était comme une cocotte minute. Chaque mot de Jack Nicholson montait la pression. Vous voulez savoir pourquoi tant d'entre nous sommes restés silencieux si longtemps, dit-il, sa voix basse mais chargée d'urgence. Parce que le silence ne protège pas seulement les puissants. Il protège toute la machine qu'ils ont bâtie. Jacques regarda directement les jurés. Vous pensez que si j'avais dit cela il y a 10 ans, on m'aurait cru? On m'aurait traité de fou, de sénile. On aurait dit que j'étais encore saoul ou confus. C'est ça, la beauté de l'âge à Hollywood. Une fois que vous n'êtes plus rentable, vous êtes jetable. Et votre vérité, elle part avec vous. Il s'arrêta, balayant du regard les visages figés de la salle.
Mais j'ai compris une chose, la peur vieillit aussi. Et la mienne s'est fatiguée. Jacques raconta un incident de 2021 qui l'avait poussé à enfin parler. Il avait été approché par une jeune actrice lors d'une projection privée. Elle m'a dit qu'on l'avait invitée à la vraie after-party. Quand j'ai demandé par qui, elle a répondu, l'homme qui crée des carrières en une nuit. Je n'avais même pas besoin de demander qui c'était. Cette phrase, crée des carrières en une nuit, me hante encore. C'est comme ça qu'il vous piège, dit-il. Il vous offre un rêve, puis il ferme la porte derrière vous. Didi n'était pas le seul à le faire, selon lui, mais il l'avait perfectionné. Il expliqua au tribunal que beaucoup avaient encore trop peur pour parler. Ils ont peur d'être mis sur liste noire, peur des enregistrements, peur du réseau qui n'oublie jamais. Jacques fit une pause, sortit de sa poche un papier plié, et lut à voix haute. Si je disparais, je veux que ce soit consigné. Je ne me suis pas égaré. Je n'ai pas rechuté. Je ne suis pas parti me cacher dans les bois comme un ermite. Si je pars, c'est que quelqu'un m'y a envoyé. J'ai écrit ça il y a 3 ans, au cas où. La salle retenait son souffle. Écoutez, dit-il, la voix désormais rauque. Je sais que ce témoignage sera disséqué. Les blogs feront leurs gros titres. Les podcasts diront que c'est un énième pétage de plomb de célébrité. Mais je dis la vérité. Pour moi. Pour ceux qui sont encore coincés dans ce cauchemar. Et pour ceux qui n'en sont jamais sortis. Il fixa Didi une dernière fois. Tu m'as traité de vieil homme, mais devine quoi? Je suis encore là. Et je me souviens de tout. Jack Nicholson se renfonça dans son fauteuil de témoin, les yeux cernés de fatigue, mais illuminés par une détermination intacte. Je ne suis pas venu ici pour me venger, dit-il, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été de toute la journée. Je suis venu pour la clarté, pour la paix, pour la vérité. Celle qu'on disait condamnée à ne jamais voir le jour. La salle d'audience restait figée. Il y a toute une génération d'artistes, d'acteurs, de musiciens, de mannequins, qui croyaient entrer dans une opportunité et se sont retrouvés enfermés dans une cage. Certains ne s'en sont rendus compte que trop tard. D'autres ne le réalisent toujours pas. Et certains sont enterrés avec des secrets qu'ils ont emportés par peur. Sa voix se brisa. J'ai porté trop de ces fantômes. Il parla de sa dernière conversation avec un acteur, resté anonyme mais visiblement célèbre autrefois, qui avait quitté l'industrie après une fête privée à Malibu en 2008. Il m'a dit, Jacques, j'ai vu des choses que je ne peux plus oublier. Ils ne me toucheront plus jamais, mais ils n'ont pas besoin de le faire. Le souvenir est la cage. Jacques fit une pause. Il n'a plus jamais joué depuis. Puis, il asséna un dernier coup. Il révéla que, au plus fort de sa paranoïa en 2017, il avait engagé un détective privé pour suivre Didi pendant 2 semaines. Ce qu'on lui rapporta le glaça. Des réunions secrètes dans des propriétés non enregistrées, des SUV aux vitres teintées transportant des invités inconnus, et, le plus inquiétant, des images de vidéosurveillance d'une fête dans un jacuzzi. Étrangement similaire à ce que Jacques avait vécu plus de 10 ans plus tôt. Il transmit les captures d'écran floues avec Tim Estan au tribunal. Le juge les accepta comme preuve. Ce n'est pas un traumatisme du passé, déclara Jacques. Ça se passe encore. Il conclut par un message final, à la fois au jury et au monde entier. Je ne suis pas un homme parfait. J'ai fait mes erreurs. Je me suis tu quand j'aurais dû hurler. Mais je ne veux pas mourir avec ce poids sur moi. Un silence s'installa avant qu'il ne reprenne. J'ai témoigné parce que je ne veux pas qu'un autre gamin entre dans un manoir en pensant qu'il va devenir célèbre, et en ressorte avec quelque chose qu'on lui a volé, qu'il ne pourra jamais récupérer. Il se leva, les mains tremblantes, et s'adressa à Didi une dernière fois. Tu as essayé de nous enterrer dans la honte. Maintenant, c'est à toi de répondre de ce que tu as fait dans l'ombre. Et sur ces mots, Jack Nicholson légende, survivant, témoin quitta la barre.